Eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième interview live du Plan Q. Vous l'avez sûrement remarqué, mais Métal Hurlant, un magazine culte de bande dessinée des années 80, est bientôt de retour. Et pour en parler avec nous ce soir, on reçoit Vincent Bernière, le directeur de la rédaction de cette nouvelle version de 2021. Salut Vincent, comment ça va ? Et salut à toutes et à toutes, ça va très bien ma foi, surtout quand je regarde les chiffres de la campagne KissKissBankBank, je suis content. Bah ouais, Hein. carrément, carrément. Je crois on a dépassé bien sûr les 5000 préventes, Mhm. et ce qui représente, bon alors là sur l'interface KissKiss, on a plutôt opté pour la question des préventes, mais donc les sommes d'argent récoltées n'apparaissent pas forcément. Mais dans le back-office, on a dépassé les 100 000 euros. Donc c'est à peu près, on a démarré à peu près 2 fois plus fort que Fuite Glaciale, qui a fait une campagne d'abonnement via KissKissBankBank. Bon, on ne sait pas où on terminera, hein, mais de toute façon, l'idée, c'était pas forcément de récolter un maximum d'argent, même si ça fait toujours plaisir de voir les zéros s'aligner, mais nous, surtout, ce qu'on veut, et je dis ça sans langue de bois, c'est créer une communauté d'abonnés. C'est-à-dire que si on part au premier numéro de Métal Hurlant avec déjà 2000 ou 3000 abonnés, c'est plus du tout la même musique que si on partait jadis, comme Métal Hurlant en 1975, avec 0 abonné. Bon, le premier numéro de Métal Hurlant, il n'était même pas très très bien diffusé. Ouais. Il y en avait des piles dans un appartement parisien près de la gare de l'Est. Mais voilà, bon, donc oui, pour répondre à ta question, je suis content. Et toi? Ah bah oui, bah écoute, moi ça va plutôt pas mal. Moi je suis très content de te recevoir en tout cas. Métal Hurlant, c'est vrai que j'attendais. Ça avait commencé à être teasé en mai dernier et ça faisait un an qu'on était sans nouvelles. Et il y a pas longtemps justement, je m'étonnais, je me disais mais du coup est-ce qu'on a des nouvelles de Métal Hurlant, quand est-ce qu'ils vont revenir, etc. Et 2 semaines après, le Kiss Kiss tout recommence et j'étais très content du coup de pouvoir vous contacter et de vous avoir en interview. C'était. Voilà, en tout cas, ça fait très plaisir. Donc, pour répondre à ta question, moi aussi, ça va très bien. Alors, Super. avant de commencer l'interview, je voulais que tu te présentes un petit peu, peut-être, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que avant d'être le futur directeur de la rédaction de Métal Hurlant 2021, tu as quand même un gros passé dans le monde de la bande dessinée. Et j'aimerais bien que Ouais. tu nous parles un peu de tes faits d'armes. Je croyais que tu allais me dire que j'avais un gros passé en tant que junkie. Bon, Ah non. ça aurait pas été totalement faux, mais on en reparlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, donc, moi, c'est simple. En fait, moi, je suis dans la vie active depuis le milieu des années 90, on va dire. Mhm. Et j'ai suivi 2 carrières un peu au fil du temps et des événements et des situations qui se présentaient à moi. J'ai commencé par travailler dans la librairie. Donc Mhm. j'ai été libraire. Je t'en reparlerai sûrement plus tard parce que c'est pas sans rapport avec ma, ma- mon goût pour la bande dessinée, notamment quand j'étais ado. Bien sûr. En fait, je savais pas trop quoi faire de ma life et je me suis dit je vais être libraire parce que je voyais pas trop d'autres. Je vais être libraire à la Fnac, puisque un endroit que je fréquente assidûment, qui existe toujours, c'était la Fnac Forum Wall à Paris. Bon, et avec mon petit scooter, j'ai fait toutes les Fnac de Paris, de leur région parisienne, aucune de ma prise. Mais parallèlement, il y a un magasin multimédia qui n'existe plus maintenant, qui a été repris par Virgin, dans lequel Mhm. j'ai commencé à travailler comme libraire. Bon, après, j'ai été représentant, directeur de collection, j'ai fait à peu près tous les métiers dans l'édition. Et j'ai envie de te dire que de la même façon, pour ce qui concerne la presse, puisque j'ai suivi ces 2 carrières parallèlement, qui sont parfois, qui peuvent avoir des similitudes, mais en fait qui recouvrent quand même deux acceptions professionnelles quand même assez différentes, la presse et l'édition. Mhm. Et justement, quand j'étais libraire à Paris, sur les grands boulevards, un jour, il y a un gars qui est venu me vendre son fanzine, et j'ai commencé à travailler dans son fanzine. Voilà. Et ensuite, dans la presse, j'ai fait à peu près tous les métiers. J'ai commencé par secrétaire de rédaction. Enfin, j'ai d'abord été pigiste, j'ai envoyé mes articles à droite à gauche. Et ensuite, j'ai été secrétaire de rédaction à Beaux-Arts Magazine et j'ai travaillé pendant 20 ans à Beaux-Arts Magazine. J'ai dirigé de nombreuses hors-séries. Mhm. Et en Notamment sur la 2000, bande dessinée. ouais, tout à fait, notamment sur la bande dessinée, mais pas que. J'ai aussi, pendant une dizaine d'années, été grand reporter pour le magazine Technicart Mhm. dans les années, fin des années 90 jusque vers 2010, par là, jusqu'à ce que le magazine connaisse une nouvelle formule et lui aussi une sorte de renaissance. Mais enfin, pendant 10 ans, d'ailleurs, c'était une partie de
de mes activités que j'adorais. J'ai un peu voyagé et je profitais de mes voyages pour leur vendre à Technicart des grands reportages un peu gonzo, à la première personne sur des sujets de société un peu divers. J'ai fait quelques faits d'armes, par exemple, je faisais des reportages dans les bordels allemands, en Thaïlande, parmi les consommateurs de drogue de l'Est parisien. Enfin, j'ai fait toutes ces choses-là qui étaient très plaisantes. Et ensuite, quand je suis revenu en France, je me suis plutôt reconcentré sur la bande dessinée. Bon, je suis éditeur externe aux éditions Delcourt. Je suis notamment l'éditeur français de Chris Ware. Et j'ai repris en 2017 les cahiers de la BD. Voilà. Donc, qui m'occupe quand même pas mal. Je dirige aussi un petit label de réédition de bande dessinée qui s'appelle Revival. Voilà, donc si tu veux, pour résumer, j'ai suivi ces deux voies, la presse et l'édition. Et bon, à part quelques métiers dans ces deux domaines-là, par exemple, je suis pas très bon en fab ou en maquette. Bon, j'ai quand même traversé un peu toutes les rédactions en mettant la main à la pâte sur différentes parties de la construction d'un journal, notamment l'iconographie, enfin des sujets qui sont parfois oubliés, mais que je peux donc développer aujourd'hui à plein régime, j'ai envie de te dire, sur cette nouvelle série de Métal Hurlant. Bah oui, c'est ça, moi c'est ça que j'avais noté dans ton parcours, c'est qu'il y a quand même deux similitudes qui reviennent par rapport au fait que tu reprennes Métal Hurlant, le fait que tu aies repris les cahiers de la bande dessinée. Pareil, comme Métal Hurlant, c'était un magazine qui existait dès les années 70, qui a disparu, qui est revenu dans les années 2000, qui a disparu, et c'est toi qui as relancé la machine en 2017 en lançant un trimestriel. Et donc au final, c'est à peu près exactement ce que tu fais avec Métal Hurlant, puisque ça existait dans les années 80, ça a disparu, c'est revenu en 2000, ça a redisparu, et c'est de nouveau toi qui te relance dans cette aventure. Ouais. Et deuxième similitude, c'est qu'aussi les cahiers de la BD, quand c'est revenu en 2017, c'était via un crowdfunding, Métal Hurlant, même formule du coup. Et avec les éditions Revival, du coup, c'est aussi le fait de rééditer en fait des bandes dessinées éditées, qui ne sont plus justement éditées, d'anciennes bandes dessinées classiques que tu réédites du coup sous cette nouvelle édition, c'est ça? Ouais, non, c'est vrai que si je vois bien où tu veux en venir, il y a une sorte de fil directeur qui est pas du tout calculé, qui est calculé dans le sens où après avoir fait des tas de hors-séries pour Beaux-Arts Magazine, thématiques, le sexe, le polar, la SF, blablabla, j'avais un petit peu fait le tour et je me disais, bon bah maintenant, et puis il y a une chose aussi, bon je sais pas si ça intéressera tes auditeurs, mais au bout d'un moment, moi maintenant j'ai 52 ans, bon j'ai quand même fait des tas de trucs, j'en avais un petit peu marre de toujours devoir entendre des gens qui supposément étaient supérieurs à moi dans la hiérarchie d'un journal me dire faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Bon, j'ai beaucoup appris. Par exemple, j'ai beaucoup appris quand j'ai fait aussi un journal qui s'appelait Bang. J'ai beaucoup appris auprès de mes aînés, mais il y avait un moment où je sentais bien que si tu veux, c'est pareil pour ton émission ou ce qu'on fait en général dans la vie. Si tu es le seul à avoir la vision générale de ce que tu veux faire. Donc après, il y a des gens, bon, très bien, qui sont plutôt chargés de briefer les gens, d'organiser, je sais pas, de faire montre d'une quelconque autorité. Mais en fait, ils peuvent pas partager la vision que tu as, donc ils peuvent pas y croire comme toi tu y crois. Et donc à un moment donné, je me suis dit bon bah toutes ces idées là que j'ai accumulées, il faut que je les développe seul. En tout cas, il faut que j'aille au bout de mes idées. Et ce qui souvent se passe dans ces cas-là, c'est que je les ai d'abord proposés à d'autres parce que j'avais pas de moyens financiers. C'est pour ça que tu as remarqué que je m'étais appuyé à chaque fois sur des campagnes de financement participatif. C'est parce que je suis pas comme Jean-François Bizot, mon mentor. C'est mon mentor aussi. Ah bah tu vois, ouais, bah. Bon, j'ai écrit un livre sur Actuel qui s'appelle Actuel, les belles histoires. Mais j'adorais Jean-François Bizot, j'adorais Actuel. Je me suis beaucoup construit dans les années 80 en lisant des tas de journaux de bande dessinée, mais aussi et surtout Actuel. Lui, lui, il a consacré la fortune personnelle qui lui venait de sa famille à créer des journaux. Bon, moi, j'en avais pas. Donc, pour les cahiers de la BD, en fait, je l'ai proposé à Beaux-Arts. Bon, ils m'ont dit non. J'ai proposé à un autre éditeur qui m'a dit non. En fait, je voulais. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais le faire tout seul. Et je suis passé par KissKissBankBank. Alors, la raison pour laquelle je reprends un titre, parce qu'effectivement, j'ai repris les cahiers de la BD, on repart de Métal Hurlant.
j'aimerais bien un jour faire un journal de création pur, le lancer à partir d'une marque seule. Enfin, j'ai d'ailleurs des projets, des dossiers sur mes ordi, etc. Bon, bref. Mais vu le contexte actuel de la distribution de presse papier en France, Mhm. c'était beaucoup plus simple à l'époque des cahiers de la BD de se dire, bah, on va repartir pas seulement d'un d'un titre. Alors pour Métal c'est d'autres proportions, mais pas seulement d'un titre qui a existé, dont les gens se souviennent, parce que pour les cahiers de la BD, c'est vrai. Mais maintenant, dans mes abonnés, mes lecteurs, je sais pas combien il y a de pourcentage de gens qui lisaient les anciennes séries, mais je suis pas sûr qu'il y en ait des tas. Mais c'était surtout de se dire aussi, c'est un super titre pour de la critique de bande dessinée. Et d'ailleurs, il n'était pas déposé à l'INPI, hein. Je me suis quand même rendu auprès de Jacques Léna pour lui proposer. C'est pareil, hein, tu vois, Jean-Mathieu, j'ai dit, bon, bah voilà, faites les cahiers de la BD, moi je veux bien m'en occuper et financer le journal. Il m'a dit, ouais, non, enfin, il y croyait pas trop, il avait pas la. Moi, je pensais, fort de toutes ces expériences, que ça pouvait marcher, j'en étais même sûr, je veux dire. J'avais bien la vision, tu vois, de la cible, du marché, du lectorat potentiel en termes d'abonnement, bon, la double diffusion kiosque et librairie, j'avais un peu tout ça en tête. Mais les gars, même Glénat m'a dit, bon, non, alors si vous voulez, je vous file la licence, enfin, moyennant des royalties. Et Mhm. puis, je vous soutiendrai en publicité, mais moi, je ne veux pas le faire. D'abord parce que si jamais je le fais, justement, j'aurai pas la publicité de mes concurrents. C'est pour ça aussi que la première formule n'avait pas fonctionné, etc. Donc, j'ai fini par faire ce journal. Bon, 14 jours après ma conversation avec Job Lena, il a déposé le titre à l'INPI. Ah, Et ensuite, je lui ai acheté là. Mais bon, ceci dit, c'était son bébé, hein. Il a commencé l'édition de bande dessinée en 69 avec ce fanzine qui s'appelait à l'époque Schtroumpf et qui est devenu les cahiers de la BD. Il y a eu des dépôts légaux, donc j'avais pas non plus l'intention de lui spolier quelque chose bien qui, sûr. au moins, dans l'absolu, voilà. Et puis, alors, pour Métal Hurlant, c'est un peu la même chose. Au départ, pour tout te dire, j'ai pas forcément de secret, mais j'avais envie de reprendre Pilote. Voilà, je m'étais dit Pilote, c'est un. En fait, bon, Pilote, c'est un vieux paquebot échoué quelque part, et puis son éditeur sait jamais trop quoi en faire. Il en a fait une appli qui est pas mal, qui s'appelle Matin. Sur Et puis Instagram, ouais. ensuite, ouais, ouais, tout à fait, qui est bien, hein. C'est vraiment un truc, moi je trouve un support qui est bien utilisé Mhm. pour ça. Et puis voilà, on peut ensuite de fil en aiguille. Bon, bah, j'étais un peu en contact avec Bruno Lessing, qui est directeur éditorial des Humanoïdes Associés. Et j'ai eu cette idée de relancer Métal Hurlant. Et alors apparemment ce n'était pas la première fois au directeur des humanoïdes associés, Fabrice Giger, c'est ça, il me semble son nom. Ouais, C'était pas la ouais, première fois qu'on lui ouais. proposait de reprendre les Métal Hurlants. Et pourquoi tu penses que c'est ta formule qui a été choisie plutôt que d'autres? Bah écoute, ils me l'ont jamais dit. Ah Moi, ok. ils m'ont dit, j'ai j'ai entendu dire qu'après mon entretien avec Fabrice Giger, il s'était dit aux Humano que cette fois, ça pouvait être la bonne. Bon, ils avaient déjà tenté de relancer, enfin, et relancé en 2002 et 2004, mais sous la forme d'un comic book vendu en librairie, avec deux versions, américaine et française, Mhm. qui était pas mal d'ailleurs, qui est parfois sous-estimé, qui a donné lieu à une série télé, qui a connu 2 saisons, Metal Hurlant Chronicle. Euh, de toute façon, la formule que j'ai présentée, c'est pas du tout celle qui sera en vente le 29 septembre. C'est tout autre chose. En fait, moi, j'avais eu l'idée de faire un magazine trimestriel en kiosque et en librairie, ça c'est sûr, mais d'aller plutôt vers une formule magazine, c'est-à-dire une formule très structurée, rubriquée, bon, entre le MOOC et le magazine, j'ai envie de dire, mais pas monothématique comme ce qui finalement sort. Parce que Ouais. ce format-là, c'est plutôt un format de hors-série. Or, étant donné la somme de travail que ça a représenté, Mhm. parce qu'on a quand même 288 pages, 225 pages de bande dessinée, 60 pages de rédactionnel, qu'on est en train de boucler là, au moment où je vous parle, toutes et tous. J'ai dit si on va vers le magazine, ça va être une putain d'usine à gaz et on va pas s'en sortir. Autant rester sur des grosses paginations, un prix de vente un peu élevé, bon, qui est de 19,95 €. Cela dit, en termes de valeur, c'est pas, Bah ça y a correspond pas tout de à fait, ouais. publicité, hein, donc Ah oui, voilà, bah c'est ça. plutôt, ça reste correct. Mhm. Ouais. Donc en fait, voilà, j'avais une autre formule, tu vois, je me souviens, il y avait des rubriques, des rubriques fantasy, de jeux de rôle, de jeux vidéo, ça ressemblait plus à un magazine culturel. Et d'ailleurs, c'était un peu ça qu'on leur avait proposé au même moment
quand je suis arrivé, un autre titre de presse en fait. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément pertinent pour deux raisons. Déjà, un, tout ça, c'est quand même très facilement disponible sur Internet. Oui. Je veux dire, à travers des émissions comme toi qui procèdent à des interviews, ou des blogs culturels, ou des sites dédiés. Enfin, je veux dire, ça, de la chronique culturelle, si tu veux, encore dans les années 70 ou 80, ça pouvait encore avoir un sens, ne serait-ce que dans les pages de Méta Hurlant, ou dans des journaux qui vont maintenant périclitent justement de ce fait, comme les Inrecuptibles par exemple. Mais pour moi aujourd'hui, c'est ailleurs que ça se passe. Enfin, en tout cas, c'était pas ça que j'avais envie de faire. Moi, j'avais envie de faire de la création en bande dessinée. Donc déjà, produire 225 pages, il y a 60 auteurs avec les rédacteurs dans ce numéro 1, et ce sera pareil dans le numéro 2, numéro 3. Enfin, le numéro 2, ce sera un peu plus différent, mais je ne peux pas trop en Ouais, parler encore on maintenant. va en parler. Donc ça ressemble quand même plus à, si tu veux, à un gros hors-série MOOC monothématique qu'à un magazine, en tout cas. Mais après, c'est peut-être susceptible de changer parce que ça me fait penser à la première version de Méta Hurlant qui aussi commençait en trimestriel. Puis après, fort de son succès, qui est devenu un bimestriel, puis ensuite qui est devenu un mensuel. Bon, je sais pas si c'est encore le cas. De toute façon, là, il n'y a même pas le numéro 1 qui est encore sorti. Mais je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça revient aussi au format trimestriel comme ça l'était à la base. Bon, mais Méta Hurlant, c'est d'abord, enfin, il n'y a pas un Méta Hurlant. Parler d'un Méta Hurlant historique, ça n'existe pas. Oui, c'est vrai. Méta Hurlant, ne serait-ce que dans la première série de 1975 à 1987, c'est grand écart. Oui, donc il y a eu plein de formules. Mm-hmm. C'était une sorte d'auberge espagnole, mais il y avait une vision et il y avait des gens qui avaient des intérêts communs, c'est certain. Du reste, leur diversification en termes de presse, c'est-à-dire d'autres supports qu'on puisse appeler rigolo, métal aventure, Anana, a tué un peu la première version de Méta Hurlant, enfin celle de 87. La série titre, qui finalement a fini par péricliter, mais voilà, ils ont fait aussi des hors-séries, mais qui étaient des hors-séries magazine. Le magazine, là, de nos jours, c'est quand même compliqué. J'adore ça, j'ai adoré ça, mais en presse papier, kiosque et librairie, compliqué. Parce que le deuxième intérêt, j'ai dû digresser depuis tout à l'heure, mais pour moi, d'un magazine imprimé sur du papier, c'est que c'est déjà une structure compacte que ne permet pas l'écran. Une structure compacte qu'on peut emporter avec soi, je veux dire, on peut emporter les écrans avec soi, aussi, maintenant, mais pour emporter des sorties papier de journaux reliés, bien imprimés, avec une structure qui va de la page 1 à la page 288, enfin bon, ça se fait pas. Et enfin, c'est pour ça que les journaux restent très pratiques, à mon sens, on peut les emporter partout. Et tourner les pages aisément et se repaître de belles images. Enfin, c'est toute chose que l'écran peut permettre éventuellement. Enfin, quoique, mais pas de la même façon. L'écran requiert vraiment une sorte. On peut pas rester, on peut pas lire un long article sur écran. On peut pas rester trop longtemps sur des images. L'écran requiert une sorte de zapping dans son interaction avec l'utilisateur qui n'est pas la même que pour un livre ou un magazine papier. Et donc, partant de là, l'un des intérêts, à mon sens, de la bande dessinée, c'est que la bande dessinée, c'est à la base un crayon sur un papier, parce que on peut aussi travailler sur tablette, mais il se trouve que là, dans les 23 histoires courtes, il n'y en a qu'une qui a été faite numériquement, d'un auteur qui d'habitude travaille sur papier, et cette pertinence-là, elle se retrouve sur l'impression papier. Donc on a de la bande dessinée sur papier qui se retrouve imprimée sur papier. Donc là, voilà, ça fait partie aussi, si tu veux, de la vision générale que j'ai encore de la pertinence des journaux en papier. Et justement aussi, moi la question que je me posais, c'est tu as sûrement fait un crowdfunding aussi pour t'assurer que ça allait marcher, parce que lancer sinon un magazine comme ça sans savoir s'il y a vraiment de l'attente derrière, etc., avec la crise de la presse papier, c'était quand même un pari assez risqué. Là au moins, t'es rassuré, ça fait déjà 500% de ce que t'es prévu, j'imagine. C'est quand même, on voit qu'il y a une attente, quoi. En tout cas de ce magazine. Non, mais moi j'étais pas inquiet. Mais autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où j'étais pas inquiet, mais là je le suis encore moins. Enfin, oui, là forcément. Là. Mais à partir du moment où tu conçois, c'est les humanoïdes associés qui assurent les différentes
sortie de trésorerie. Mais entre le moment où tu conçois un journal trimestriel, hein, je parle, Mhm. et le moment où tu reçois les ventes kiosques et librairies, il se passe un an. Donc il faut de la trésorerie. Et là, à la fin de la campagne KissKiss, on aura cette trésorerie. Vous aurez ce qu'il faut, oui. Oui, parce une autre question que je me demandais, c'est que contrairement au cahier de la bande dessinée, qui a lui été financé par crowdfunding, il y a quand même de la publicité à l'intérieur, alors que là, dans Metal Hurlant, il n'y en aura pas du tout. Non, non, il n'y en aura pas. Non, mais c'est pas le même journal. Les Ok, cahiers de la BD, c'est un journal c'est vraiment magazine. sur la BD. Mhm. Voilà, c'est plus format magazine en effet. Et Metal Hurlant, c'est plus un format MOOC. Et c'est pas un journal sur la BD, c'est un journal de BD. De BD. Donc Ah, c'est compliqué d'accueillir par exemple des éditeurs autres. C'est compliqué c'est pas le même produit, tu vois, c'est un produit déjà cher. Et ouais, non, bon, bien sûr. on en parlait encore hier, mais pour l'instant la publicité est proscrite. Bon, Voilà. bah parfait, tant mieux. Tant mieux, enfin pour les lecteurs en tout Ouais. cas. Voilà. Et justement, alors tout à l'heure on en parlait, dans cette nouvelle formule, au final, le premier numéro, du coup, t'en as parlé, 288 pages de magazine, dont 225 pages de bande dessinée, 20 histoires courtes de 1 à 16 pages chacun avec différents artistes, donc Mathieu Babelet, Hugo Bienvenu, etc. Il y a aussi 60 pages d'articles, dont une interview d'Alain Damasio, d'Enki Bilal. Mais par contre, pour le deuxième numéro, c'est pas du tout ça. On part sur totalement autre chose. C'est une version plutôt vintage de Metal Hurlant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors il y aura du en fait. Ouais, tout à fait. Alors, bon, ce que je ne peux pas te dire, Jean-Mathieu, et qui, bon, bah, c'est là, c'est des auditeurs et auditrices qui en prennent connaissance. Moi, je vais en dire trop ou pas assez, mais bon, ce sera un numéro qui va être du feu de Dieu. Ça va être un numéro. En fait, je peux le dire d'autant plus que c'est pas exactement mon idée, mais enfin, mon idée, moi, en tout cas, c'était de dire, en kiosque en France, pour avoir la commission paritaire, il faut sortir 4 numéros dans l'année. Si tu en sors 3, tu n'as pas la commission paritaire, tu n'as pas les tarifs avantageux sur les abonnements, etc. Donc c'est tout à fait un autre délire. Donc maintenant, pour faire 4 fois ce qu'on a fait au numéro 1 et qu'on est en train de faire pour le numéro 3, c'est pareil, c'est beaucoup de travail. Et je me suis dit, l'idée, ça pourrait être d'alterner les parutions Metal en création, donc qui seront les numéros 1, 3, 5, 7, 9, et des Metal Hurlant vintage, qui seront donc les numérotations paires avec de la réédition de matériel ancien. Donc tout ça, c'est encore en gestation. Le deuxième numéro de Metal Hurlant, qui sera donc un numéro vintage, paraîtra pour Noël 2020. Et donc, je te dis, c'est un numéro qui va marquer les esprits. Pour l'instant, tout n'est pas encore tout à fait signé. Mais bon, l'idée, c'est à la fois, par exemple, de séduire les anciens lecteurs, éventuellement, ou les gens plus âgés, ou les gens de mon âge, que sais-je, qui se souviennent du Metal Hurlant, qui l'ont déjà lu des histoires, mais bon, qui ont envie de regoûter à un aspect éventuellement nostalgique que tu as décelé tout à l'heure, dont je peux être friand par rapport aux éditions Revival, des raretés, des vieilleries, des trucs qu'on a oubliés. Bon, moi j'adore ça, surtout parce que ça pouvait être de grande qualité à l'époque. Après, ça peut être inégal, donc on va faire des choix, des sélections. Voilà. Et aussi les jeunes générations, parce que les jeunes générations, ils ont tous entendu, je le vois même dans la campagne de KissKiss ou sur les réseaux, ils ont tous entendu parler de Metal Hurlant. Il y en a qui ont pu éventuellement, enfin, sur la première série, 87, donc ça allait déjà avoir, mettons, 15 ans. Donc je pense que tous les jeunes gens de 20 à 30, je les vois d'ailleurs s'abonner sur KissKiss, il y a à peu près 30%, je crois, de gens qui n'ont pas pu lire Metal Hurlant. Donc je pense que pour eux aussi, ça peut être super justement de s'abreuver à la source. Donc il y a cette volonté, tu vois, double, dichotomique non, mais publier les numéros. Carrément, même pour les jeunes comme moi, découvrir de nouvelles histoires, enfin des histoires de Moebius qui étaient sorties dans le Metal Hurlant à l'époque et qui n'ont pas été rééditées depuis, au final, ça restera de la nouveauté pour nous, même si c'est du vintage. Bon, Jean-Mathieu, il y en a pas beaucoup qui n'ont pas été réédités. Oui. mais bon, c'est Moebius. Bon, tu parles de Moebius. On va aller du côté aussi de Druillet, même si maintenant c'est chez un éditeur différent, mais enfin. Et puis il y a pas, Moebius pour moi c'est le génie absolu de la bande dessinée européenne, peut-être
bon, Moi, mondial, c'est après, difficile parce qu'il y a les Japonais et les Américains, mais tu relis des histoires de Moebius encore maintenant, ou quand on veut, en fait, c'est toujours super, quoi. Je veux dire, on passe un bon moment, quoi, qu'on les ait déjà lus 2 fois, 3 fois, 10 fois. ah oui, mais de toute façon, moi, je prenais Moebius en exemple, mais il y a eu énormément d'artistes qui sont passés par Metal Hurlant. J'ai vu, il y a Enki Bilal qui était déjà passé à l'époque, bah là qui revient donc pour ce premier numéro, mais en interview cette fois. Il y avait Jacques Tardy aussi qui était passé. Enfin, Ouais, quasiment, carrément. Ouais. quasiment tout ça. C'est... Et Mézières, Alexis, enfin, il y a des tas de petits trésors à Paul Gillon, des tas de petits trésors à déterrer. Moi, j'adore faire ça, hein, donc je vais kiffer. bah oui, bien sûr, J'essaierai de parce vous que faire kiffer. du coup, tu as accès à toute l'ancienne collection de Metal Hurlant via les Bon, humanoïdes associés. non, tous les droits sont pas restés aux humanoïdes associés. Ah Donc il d'accord. faudra aller les rechercher les ayants droit. C'est aussi une sorte d'usine à gaz, mais moins complexe que celle De créer de faire de de la à création. partir Ouais. de Mais rien, c'est ouais, chouette bien sûr. aussi, hein. C'est deux métiers différents. C'est super aussi de créer, d'accompagner les auteurs, les autrices Et dans la production d'histoires courtes pour ce qui est des métiers de création. bien en plus, ce sera un travail aussi de recherche pour toi, comme tu essaies de rendre de manière thématique chaque numéro. Il faudra trouver des BD vintage autour d'un thème, créer des BD nouvelles autour d'un thème. Et Ouais, justement, là, ouais, le premier thème, ouais. c'est le futur très proche, le near futur. C'est un style de science-fiction. Ouais. Euh, mais du coup, là, avec la pandémie mondiale qu'on vient de se taper, est-ce que ce que vous aviez anticipé dans ce premier numéro est pas déjà caduque finalement? Ben, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que non, ben, de toute façon, cette idée-là, je pense pas qu'elle est caduque. Déjà, les choses vont vite, hein. Bon, je n'ai pas du tout l'intention de faire de la prospection par rapport à cette pandémie dont tu parles. Le thème Nir, il a été imaginé avant le 13 mars Oui, oui. 2020, donc date à laquelle tout d'un coup on a écouté la radio, la télé, et on nous a dit que lundi il fallait être confiné, hein, Voilà lundi soir, je crois. que le futur c'était Ouais, maintenant. donc ouais, voilà, exactement. Ouais. Donc au tout début, on s'est dit putain, c'est dingue et tout, on est en plein dedans. Hier, c'était pas pareil qu'aujourd'hui et on a bien fait, etc. Bon, après, ce qui s'est passé et qui n'était pas non plus forcément anticipable, c'est que cet événement a duré, perdure d'ailleurs, hein, Mhm. voire même peut-être perdurera. Bon, je sais pas très bien. Mais je trouve que non, on est. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans les méthodes de création, de toute façon, on se confronte pas à la réalité, je veux dire frontalement. Il y a une histoire sur une sorte de pandémie, mais bon, dans les 23 histoires qui seront publiées, mais c'est tout. Donc les références à l'actualité immédiate sont proscrites. Pourquoi? Bah, parce que justement, comme tu me l'as fait remarquer, plus tu colles à l'actualité et plus le lendemain t'es obsolète, hein, Oui, donc voilà t'es déjà. dépassé. Ouais. Mhm. Donc bon, non, il y a d'autres préoccupations qui sont à l'œuvre dans les histoires du Métallan numéro 1, mais qui sont pas liées à la pandémie, ou alors oui, mais bon, par extension, des histoires plutôt qui traitent de technologie, d'écologie, de religion, de médecine. C'est des thèmes de toute façon froids, hein, froids, c'est-à-dire qui peuvent être envisagés à peu près tout le temps, hein. Voilà. Mais et d'ailleurs, enfin, il y a écrit dans le Kiss Kiss Bang Bang qu'il s'est aussi engagé politiquement, Metal Hurlant. C'est par. Ben, Vas-y. non, c'est peut-être un gros mot, mais c'est engagé. De toute façon, la science-fiction, elle n'a jamais cessé de faire ça, hein. Mhm. C'est-à-dire que tu parles du monde de demain, en fait, pour parler du monde d'aujourd'hui. C'est juste une ficelle littéraire, la science-fiction, hein. Personne ne croit que les auteurs de science-fiction, qu'ils soient écrivains, réalisateurs de cinéma ou auteurs et autrices de bande dessinée, vont nous prédire l'avenir, hein. Si dans les bandes dessinées de Bilal, à la seconde ou la troisième lecture, on se dit ah bah putain, il l'avait prévu, c'est qu'en fait parmi les centaines de prédictions qui sont faites ici ou là, bon bah s'il y en a un qui tombe pile, tant mieux. Mais en réalité, les humains qui imaginent l'avenir avec plus ou moins de talent ou qui font de la science-fiction, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de leur monde Mhm. qui est le nôtre. Et la petite astuce,
c'est de procéder à un petit décalage spatio-temporel pour raconter des histoires, mais ça reste toujours ça. Donc en fait, qu'on fasse du Star Wars, du Dune, on s'engage de toute façon politiquement. Mais c'est un vrai débat. Moi, par exemple, à titre personnel, je suis pas forcément très très engagé, hein, mais dans le métal hurlant ancien, il ne l'était pas, voire pas du tout. Et au contraire, même, il essayait de s'en départir. Pour autant, il y a quand même une couleur dans les vieux numéros qui reste une couleur quand même plutôt engagée et certainement pas d'un côté plus que de l'autre, en tout cas, suivez mon regard, quoi. Ouais, bien sûr. Non, je comprends. Mais c'est parce que justement, ça avait détonné. Quand j'avais vu la description, je me suis dit, après, c'est peut-être aussi parce que engagé plus par rapport à l'écologie, j'imagine, vu que vous allez en parler dans ce thème-là, et aussi par rapport aux auteurs que vous allez interviewer. Vous allez interviewer Alain Damasio, qui est clairement engagé, lui. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça que vous aviez mis Ouais, cette mention. ouais, ouais. Tout à l'heure, Ouais, ouais, tout à fait. tout à l'heure, t'en parlais, tu parlais de Drouillet, tu parlais de... On n'en a pas parlé aussi, mais à la base, Métal Hurlant, 1975, ça a été créé par les pères fondateurs des Humanoïdes Associés. Donc il y a Jean-Pierre Dionnier, Drouillet, Moebius justement, et une quatrième personne dont j'ai complètement oublié le nom. Farkas, qui était l'administrateur. C'est ça, voilà, Benjamin, c'est ça, ou je sais plus. Euh, et en fait, Jean-Pierre Dionnet et Drouillet sont encore vivants. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé justement de cette troisième de résurrection de Métal Hurlant? Est-ce qu'ils ont mis leur nez dans cette affaire? Est-ce qu'ils t'en ont parlé? Est-ce que tu leur en as parlé? Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Bah, écoute, moi j'en ai parlé à Jean-Pierre Dionnet. Mhm. Et Jean-Pierre Dionnet, je crois que ses dernières réactions sur Facebook, c'était qu'attendez-vous du nouveau Métal Hurlant? Rien, tout, de voir la bête. Ah, Donc Jean-Pierre réserve sa réaction. Peut-être qu'il réserve encore, il a peut-être encore d'autres projets en réserve, mais il nous regarde, je pense, d'un œil bienveillant. Je vois pas pourquoi ce serait différent. Quant à Druyet, ben, moi je le connais pas, je lui ai pas parlé. Je sais juste qu'à travers 2-3 interviews, il a dit pourquoi pas, mais il faut qu'il soit aussi fou que nous l'étions. mhm. Et c'est pas du tout le cas. Ah d'accord, ok. Tu ne te considères pas comme fou. Ok. Non, non, je pense que je pense que l'époque est différente, la société est différente. Moi, je dis que Métal Hurlant, c'est ce qu'on en fait. Donc, je suis pas du tout dans une révérence absolue, ou pas du tout dans l'hommage. C'est des gens, bien sûr, que je respecte profondément et qui m'ont aidé à grandir, à devenir ce que je suis, parce que je me suis beaucoup nourri au moment du passage à l'âge adulte, en tout cas pendant mon adolescence, des journaux de bande dessinée, et encore après, je me suis beaucoup nourri des bandes dessinées, mais pas seulement, hein, aussi des films et des livres. Mhm. Et vouloir refaire l'ancien Métal Hurlant aujourd'hui, je pense pas Oui, que ce ça soit n'aurait une pas de idée sens. très intéressante. Voilà. Donc, et au contraire, je pense qu'il faut. Bon, on peut être fou, hein, ça dépend de ce qu'on entend par là. Je suis certainement moins fou que Jean-Pierre, que Philippe Drouillet. Philippe Drouillet, c'est un méga artiste de génie. Hein, donc moi, je suis juste éventuellement un petit homme de presse. Mais bon, je prends ça très au sérieux, au contraire. Hein. Voilà. Ok. Encore deux petites questions avant de passer aux questions des internautes. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait déjà plein sur Twitter. Si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main dans la room et on vous donnera la parole. Alors, tout à l'heure, on disait que Métal Hurlant, pour la nouvelle version, ça allait être très SF. Mais finalement, en fait, Métal Hurlant, en regardant d'anciens numéros, c'est pas forcément tout le temps très axé SF. C'était même plutôt axé Heroic Fantasy. Est-ce que ça peut évoluer, ça peut redevenir Heroic Fantasy? Ou pour cette nouvelle version, on part que sur de la SF? Non, tu sais, l'Heroic Fantasy, ou ce qu'on appelait plutôt avant la fantasy, moi c'est un genre dont je suis très friand. Mhm. Peut-être moins maintenant que je ne l'ai été, mais en tout cas, il y a un projet de numéro vintage qui serait dédié à la fantasy. Enfin, Ok. auquel moi, à titre personnel, je tiens beaucoup. Surtout ce que tu dis est juste. Il y avait de la fantasy, il y avait du fantastique, il y avait de la SF, mais les humanoïdes associés, il faut savoir que Métal Hurlant et les humains à l'époque n'auraient jamais survécu sans Franck Margerin. Hein. Donc Franck Margerin, typiquement le grand succès dans les années 80
de Franck Margerin. Donc c'est Ricky Banlieue, hein, donc c'est l'histoire de jeunes banlieusards qui font notamment de la moto, jouent au baby-foot, traînent dans les bistrots. Mhm. Et ça, c'est pas du tout de la science-fiction. Au départ, les rédacteurs en chef de Metal ont plutôt orienté Margerin vers des histoires de SF qu'il a faites, mais bon, on sentait bien que c'était pas forcément son truc. Certaines sont encore d'ailleurs toujours chez les Humano. Et ensuite, ce qui a tout dépoté, c'est Margerin et Ricky Banlieue, donc, et les aventures de Lucien. Donc là, c'était des dizaines, des centaines de milliers d'exemplaires qui ont fait vivre la maison pendant longtemps et qui n'étaient pas du tout de la SF. Oui, donc au final, oui, pour l'instant, ces premiers numéros ont été orientés SF, mais à terme, ça pourrait être adapté. Enfin, vous verrez quoi. Ouais, enfin, ce sera pas en série, ce sera un vintage. Peut-être, hein, Ouais. je sais pas si ce sera, mais il y a, de toute façon, dans les grandes tendances du métal historique, il y a notamment le rock, hein, il y a l'humour, il y a Bah, donc tout ça, ouais, c'est un matériau dont on va se servir pour les vintage en tout cas. Peut-être qu'on fera des hors-séries, mais pour l'instant, c'est pas tout à fait d'actu. oui, parce que je disais hors série, mais je jouais pas de vintage. Et justement, c'était ma question d'après. C'était et la musique dans tout ça, parce qu'il y a aussi justement Metal Hurlant qui a une grosse période où ça parlait de rock, notamment quand il y avait Philippe Manœuvre à la rédac. Et est-ce que justement ça allait revenir dans Metal Hurlant? Mais tu viens un peu d'y répondre, peut-être sous forme justement de numéro vintage, du coup. Ouais, c'est sûr qu'il y a un gros corpus rock, hein. Ensuite, même si on y rattache ce qu'on a appelé à l'époque le revival de la ligne Claire, avec des gens comme Denis Cyr ou Serge Clair, justement, bon, Yves Chaland, il y a des passerelles qui sont nombreuses. Donc oui, c'est un thème naturel, surtout pour le vintage. Maintenant, on réfléchit aussi à des questions autour du son. Bon, c'est toujours un petit peu délicat d'intégrer la question du son dans un journal papier. Enfin, ça n'a jamais été très très heureux, mais on y réfléchit aussi pour ce qui est en tout cas de créer quelque chose de neuf à partir du métal de création. Ok. Alors on va passer aux questions des internautes. Alors vous pouvez lever la main. Il y a des gens qui me demandent comment on lève la main. Voilà, là il y a une demande de Paul Beaucourt. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, super, et toi? Impeccable. Bonjour à tous. Alors moi je viens sur ce podcast parce que du coup j'ai souscrit un abonnement Metal Hurlant. Et c'est marrant parce qu'en écoutant du coup un peu l'interview que vous avez fait là tous les deux et de ce qu'a dit Vincent, je me suis rendu compte en fait que Metal Hurlant aujourd'hui avait laissé quand même une empreinte assez flagrante dans le paysage de la BD et moi alors j'y étais introduit par Druyer, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai écouté ce podcast pour savoir si j'allais avoir davantage d'informations sur la participation de Druyer dans le magazine. Mais donc du coup la question que je me posais, c'est que finalement je me suis rendu compte que parce que j'ai mis la main en fait sur la collection de la première édition de Metal Hurlant, donc qui est sortie entre 75 et 86 je crois. Et en fait, je les ai lus, j'en ai lu par-ci par-là, quelques-uns, je me suis plongé dedans. Alors du coup, moi j'ai 20 ans, donc en fait, j'ai pas du tout connu ça au départ. Je suis un peu tombé sur Druyer par hasard. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'à l'époque, on traitait de certains sujets, on donnait notre avis, et qu'aujourd'hui, c'est plus trop au goût du jour, ça a perdu de la pertinence. Mais je me suis rendu compte que pour certains sujets, ils avaient aussi des visions, ils étaient assez précurseurs sur certains sujets, je trouvais. Et t'as dû mettre le nez dedans, Vincent, et je voulais savoir si justement t'allais quand même baser sur l'analyse qu'ils pouvaient faire de situations, des situations contemporaines de l'époque, et sur ce qui se passe aujourd'hui, peut-être comparer un petit peu avec les propos qu'il y avait. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. C'est pour ça que c'était un petit peu le mystère là, des numéros vintage. Ouais, ils étaient. Enfin, franchement, c'est vraiment une autre époque, quoi. Si tu t'es vraiment plongé dans ce que je pense que tu as fait dans les premières formules, ils étaient précurseurs dans le sens où ils pouvaient parler de choses dont personne ne parle ailleurs, surtout culturellement, hein. Par exemple, moi j'ai ressorti les chroniques de jeux
de Jean-Patrick Manchette, hein, puisque bon, il adorait les échecs, mais il adorait aussi beaucoup d'autres jeux. Et c'est sûr que ça, tu pouvais pas le trouver ailleurs que dans Metal, notamment parce que d'abord c'était l'œuvre de Jean-Patrick Manchette, qui est un extraordinaire écrivain. Bon, il y a des chroniques aussi de Jodorowsky qui étaient faites, le dojo de Jodo. Bon, Ouais, c'est de ça dont je parlais aussi. Ça dont je parlais. Ouais. Tout ça, c'est surtout du rédac. Ouais. Sur la partie bande dessinée. Alors nous, notre rédac, il va être j'ai pas envie de dire moins disruptif, parce que on essaie de faire au mieux, mais en tout cas on essaie d'analyser des grands genres ou thèmes ou sous-genres de la SF. Bon là effectivement c'est l'anticipation proche ou très proche. On essaie de refermer des portes ouvertes, hein. J'ai un peu essayé de le faire tout à l'heure sur la question de la prévision ou de la prédiction. Il y a un grand papier de Dominique Delatour qui explique justement pourquoi il est impossible de prévoir l'avenir. C'est un papier que j'adore, parce qu'on croit toujours que, voilà, surtout en ce moment, quoi. On croit, je veux dire, si on écoute tout ce que les médecins, les épidémiologistes, les je sais plus quoi, enfin tous ces gens en blouse blanche qui tout d'un coup interviennent dans un écran avec un bon titre qui nous dit que ce sont des spécialistes, je veux dire, c'est à mourir de rire un an après, quoi. C'est vraiment, c'est grand n'importe quoi. Donc bon, ça, on essaie d'apporter quand même, en tout cas, un peu de réflexion. Là où ils étaient, je trouve, très, très précurseurs, enfin en tout cas, si on se remet dans l'époque, la science-fiction, c'était quoi? Ça n'existait pas dans l'esprit des gens. C'était voilà, je veux dire, ils sont pas arrivés de nulle part. Hein, faut pas croire non plus que c'était une génération spontanée et que tout d'un coup c'était des génies. Je veux dire, ils se sont beaucoup abreuvés de ce qui s'est passé aux États-Unis, notamment dans les années 60, et les mouvements contre-culturels. La science-fiction, au départ, c'est un mouvement contre-culturel très engagé politiquement. La fantasy aussi. Hein, Richard Corben, il a publié d'abord dans les journaux de la Free Press, de l'Underground Press Syndicate, donc dans fin des années 60 pour Corben, début des années 70. Donc, bon, sans parler des nombreux écrivains, hein, de science-fiction qui apparaissent déjà dans les années 50 en Amérique du Nord. Bon, c'est des grands mouvements de balancier. Hein, ce qui, en gros, mais vous le savez tous et toutes, je pense, c'est que, en gros, ce qui est underground d'un jour finit par devenir mainstream. Donc c'est là où c'est un peu compliqué pour nous, parce que la science-fiction maintenant c'est mainstream. enfin je veux dire, Claire Chazal, après ceci dit, quand même, la science-fiction de Jodorowsky, de Druillet, je trouve que ça reste quand même de la science-fiction de niche quand même. Ça n'a pas été très populaire. Druillet, je l'ai pas connu comme ça, je suis tombé par hasard sur ses BD dans la librairie, et c'est comme ça que je suis rentré dans ce monde-là. Après, quand on parle de science-fiction, les gens vont pas premièrement penser à Druillet ou non. Mais Druillet, c'est un cas à part. Druillet, c'est, je sais pas comment dire, moi déjà quand je vais pas dire quand j'avais ton âge, mais en tout cas quand j'étais plus jeune, j'ai pas forcément été séduit. Hein. C'était compliqué, c'était bizarre, j'avais pas capté la force plastique du truc. Il a jamais été méga populaire, je veux dire, il a pas fait de best-seller. Hein. Moi j'adore La Nuit, par exemple, ce que je conseille à tout le monde de lire, qui est un livre hallucinant dans lequel justement il parle de son quotidien le plus pur, hein, puisque c'était la perte de son amour, perte qui a causé chez lui enfin c'est un chef-d'œuvre de la bande dessinée, hein, c'est pas même pas un chef-d'œuvre, là on s'en fiche de la science-fiction, hein, mais bon. Donc Druillet, c'est quand même un cas à part. Par contre, là je m'inscris en faux dans ce que tu dis, parce que Jodorowsky, Moebius, enfin je sais pas, enfin j'ai des petites pistes, mais enfin ils sont peut-être pas encore adaptés au cinéma, hein, mais sinon, je veux dire, les grosses sorties, si on pense par exemple au prochain Dune de Denis Villeneuve, c'est clairement, oui, ça va être clairement de Moebius. Bon, c'était un projet de Jodorowsky. Après, Jodorowsky, en termes de cinéma, c'est autre chose, quoi. Là, c'est vrai. Parce que, après, pour moi, Jodorowsky, c'est quelqu'un qui a changé ma vie aussi à travers ses heures cinématographiques, et c'est clair que après, c'est vrai que du côté de la BD, sa réputation cinéma n'a rien à envier, quoi. Parce que alors, j'ai toujours trouvé que c'était plus de niche, quoi. Ils avaient une patte. On va Merci en tout cas.
Pas de souci, Paul. Il y a d'autres questions de personnes qui écoutent sur PC et donc du coup qui ne peuvent pas lever la main et parler en audio, donc je vais les poser ici. On me demande s'il y aura le retour de la rubrique du mange-livre de Jean-Pierre Dionnet. Vas-y Vincent. Voilà, le mange-livre, typiquement, c'est un truc qu'on peut plus refaire dans le cadre d'un trimestriel monothématique à vendre en kiosque ou en librairie. Moi, j'ai adoré lire ça. Alors, bon, après, on peut éventuellement trouver des objets culturels non liés à l'actualité et en parler. Hein, c'est tout à fait possible. Là, par exemple, dans le premier Métal Hurlant, on a fait un format qui s'appelle La machine à remonter les dates. Donc, on parle de vieux films qui parfois sont des nanars ou des chefs-d'œuvre dans lesquels il y a une date dans le titre. Hein, qu'on a fait évidemment 2001 Odyssée de l'espace, mais aussi Classe 1984 ou 1984 ou Blade Runner, parce que c'est la date est très identifiée aussi, ou Strange Days, enfin des films qui sont datés par 3 chiffres et par 4 chiffres, et puis on essaie de les mettre un peu en perspective. Ça n'a rien à voir avec le manche-livre. Le manche-livre, en plus, le manche-livre, c'est quand même la plume de Jean-Pierre Dionnet. Donc la plume de Jean-Pierre Dionnet, est ce qu'elle est, mais elle est unique. Hein, donc, franchement, je veux pas vous faire de fausses joies ou de mauvaises surprises, mais on reparlera de Jean-Pierre Dionnet dans le Métal Hurlant. C'est une chose qui est quasiment acquise. Qui est sûr. On en révélera. Parfait. Ouais. On me demande aussi, donc Jerry Friesen, qui est le directeur artistique des Humanoïdes Associés, et qui est donc du coup dans le comité de rédaction de cette nouvelle version de Métal Hurlant, on me demande si Valentin Séché sera aussi présent à l'avenir dans cette nouvelle version de Métal Hurlant. Non. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Ok. Bon, Jerry, c'est celui qui a relancé Métal Hurlant en 2002-2004. Bon, c'est pas inconcevable que Valentin Séché revienne. De toute façon, pour l'instant c'est pas prévu, mais ça peut venir. Hein. Moi, j'ai pas de chapelle, surtout que c'est un auteur qui est largement pertinent pour ce qui est de ce qu'on a envie de faire. Mais c'est une rédaction qui est ouverte, hein, de toute façon. Hein, donc c'est difficile de faire de la SF, je trouve, dans un journal structuré, monothématique, etc. Si tout d'un coup on se met à faire de la BD d'humour, comme ça a pu être le cas dans Métal Hurlant, donc c'est vrai qu'on a plutôt envie de publier des dessinateurs réalistes, voire semi-réalistes. Donc Valentin Séché entre tout à fait dans ce cadre-là. Non, mais peut-être que ton auditeur aime ou apprécie les productions de Ingo Romling. Donc on aura un Ingo Romling, par exemple, ultra réaliste, super léché, avec un scénario de Sylvain Rimbert dans le numéro 1 de Métal. Ok, et c'est transmis en tout cas. Comme il écrit par écrit, on verra s'il confirme ou pas qu'il connaît cet auteur. Autre question. Alors, on me demande si vous avez une adresse email ou postale à laquelle des auteurs ou illustrateurs peuvent éventuellement vous envoyer leurs travaux. info@metalhurlant.com. Bon, voilà, comme ça c'est dit. Info au singulier. Voilà. Et ensuite, on demande s'il y aura un événement, exposition ou conférence pour fêter le lancement de ce nouveau Métal Hurlant. Et si vous n'en avez pas, cette personne se propose de vous aider à l'organiser. Un événement ? Il y aura un événement ? Oh, super. Ouais, il y aura un événement et il y aura aussi une exposition donc qui aura lieu le 29 septembre. Je crois que c'est un vendredi, donc ça doit être celui d'après. 30, je vérifie. En tout cas, il y a une exposition à la galerie Acheté de l'Art qui est à Paris, rue de Lappe. Et qui donc se tiendra, mon Dieu, le samedi 2 octobre théoriquement. À confirmer, mais c'est ça l'idée. Ok, parfait. Bon, du coup, ça répond parfaitement à la question. En attendant d'avoir d'autres questions, ceux qui sont dans la room, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main comme toujours. Moi, j'en ai encore. Alors, c'est une question personnelle, Vincent. C'est sur la série Love, Death and Robots sur Netflix. Je sais pas si tu l'as regardé. À la base, c'est une
une série qui a été faite par David Fincher et Tim Miller qui a réalisé Deadpool et qui à la base devait être le 3e film Métal Hurlant. Ils ont eu les droits, ils ont reperdu, du coup ils ont fait cette série. Et je voulais savoir si tu l'avais regardé et éventuellement ce que tu en avais pensé, parce que ça est clairement dans l'esprit Métal Hurlant. Ah bah alors écoute, je vais regarder ça dès ce soir après le match de foot. Hein, Ok, parce que je suis quand même un gros vieux ringard et j'aime bien regarder le football à la télé. bien sûr. Mais par contre, je suis un hyper mauvais client pour les séries. Ok. Je veux dire, j'ai regardé le premier épisode de Black Mirror, bon ok, mais après, j'arrive pas, c'est chronophage, et puis j'ai l'impression, enfin, il y en a sûrement des super et tout, mais j'ai l'impression à la fin que j'ai pas été très très enrichi, quoi. Hein. Alors pour J'ai le l'impression, on a regardé de Lost, j'ai l'impression de m'être fait niquer à la fin. Après, il y a un mec qui m'a dit, vas-y, regarde Game of Thrones. Je commence à regarder, je vois les costumes, je me dis, mais on dirait qu'ils sortent de la salle de maquillage. Je dis, c'est pas possible. Donc, à dire vrai, bon, il y a encore des films de science-fiction, bien sûr, qui m'ont grave fait kiffer ces dernières années, mais sur les séries, je suis pas très bon. Alors pour le coup, en fait, je me suis mal exprimé. C'est pas tant une série, c'est plus une anthologie. C'est plusieurs épisodes, en gros de 6 à 20 minutes. Donc la durée varie. Fait en différents styles d'animation. Donc il y a de la 2D, de la 3D, du motion design, du stop motion, de la rotoscopie, etc. Et en fait, c'est basé sur des nouvelles de science-fiction, certaines qui sont passées dans Heavy Metal, l'adaptation américaine de Metal Hurlant, certaines qui viennent de grands auteurs de SF. Et voilà, et donc en fait à la base cette anthologie devait être le Metal Hurlant numéro 3, et comme ils ont perdu les droits, ils ont juste changé le titre. Ça s'appelle Love, Death and Robots et c'est sur Netflix, et bah du coup je te le conseille activement, puisque ça... Voilà. Ouais, je viens de voir, c'est le petit format de 12-13 minutes, ça a l'air super. Puis David Fincher, c'est Ben quand voilà. même top en général. Ah, carrément. Et Tim Miller aussi, qui nous a signé un bon Deadpool. Ouais. On a la réponse de l'auditeur Cyprien qui nous dit qu'il ne connaissait pas Roaming et qu'il te remercie pour cette découverte. Cool. Bien, écoutez, on arrive, s'il n'y a pas d'autres questions dans la room, on arrive à la fin de cette interview. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter, Vincent. Non, je voudrais saluer Berliac parce que j'ai l'impression qu'il est là justement dans la room. Je pense que c'est lui parce que il écrit son nom avec des idéogrammes japonais, bien qu'il soit argentin et vivant en Pologne. J'adore Berliac et c'est un auteur que j'ai publié chez Revival, qui est un auteur très particulier que je vous conseille de lire. On a publié Sad Boy aux éditions Revival et puis là il distribue une super série qui s'appelle Lao White Tango, qui est disponible en langue anglaise et qui sera bientôt disponible en plusieurs langues sous la forme de comic book. Et c'est un super auteur que vraiment j'apprécie beaucoup, qui s'intéresse beaucoup à la bande dessinée. C'est pour ça que ça m'étonne pas forcément de le voir ici. Écoutez ce que je suis en train de... Si vous avez envie de découvrir, c'est du Gekiga. En fait, c'est du Gekiga, mais actuel, quoi. C'est un auteur qui est très référencé sur les mangas réalistes japonais et qui en a fait le sel de son œuvre. Et c'est un auteur vraiment que je vous recommande de suivre. Et donc, du coup, voilà, j'en profite pour lui faire un petit coucou. Salut, Siro. Je ne sais pas si... Il parle français ? Ouais, il parle un peu français. Un peu. Ah bah, ouais. Voilà, il parle beaucoup de langues. Espagnol, anglais. Ouais. Enfin, s'il veut intervenir, il peut lever la main. En tout cas. Sinon, bah, du coup, on va conclure pour cette interview. Merci. Okay. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette nouvelle interview du Plan Cul. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez en ce moment, ainsi qu'à vous abonner à nos réseaux sociaux @leplancu-podcast. On y propose régulièrement du contenu exclusif, comme cette interview qui a été réalisée en live sur Twitter. Si vous aimez la bande dessinée, la science-fiction, l'heroic fantasy, le trash, l'humour, alors Métal Hurlant est clairement la revue faite pour vous. Son financement participatif sur KissKissBankBank a déjà atteint les 5000 préventes en 5 jours. Et vous pouvez toujours commander le premier numéro, vous abonner pour 1 ou 2 ans et avoir des numéros cartonnés, des couvertures inédites, des ex-libris, etc. Le tout à des prix préférentiels. Le crowdfunding s'arrête quand, Vincent, exactement ? Le 22 juillet. Le 22 juillet, donc dans 38 jours. Alors dépêchez-vous parce que la prochaine fois que vous aurez l'occasion d'avoir Métal Hurlant, ce sera en kiosque le 29 septembre prochain. Encore une fois, merci à toi, Vincent. Merci à tous, merci à toutes. Et merci aux auditeurs, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à lundi pour un nouveau Plan Cul. Au revoir à tous. Merci beaucoup, bonne soirée.
De même, au revoir. Ciao, ciao.